La police a annoncé tard mercredi la découverte d'un corps près d'un parc à Arvada, en banlieue de Denver. Ils n'ont pas confirmé officiellement qu'il s'agit de Jessica Ridgway, âgée de 10 ans, mais plusieurs sources policières ont dit à ABC News qu'ils pensent que c'est bien son corps. L'élève en CM2 a été vue pour la dernière fois vendredi matin alors qu'elle partait pour son court trajet à pied jusqu'à l'école. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 10 ans qui a disparu lors de son court trajet à pied jusqu'à l'école. Lorsqu'elle a finalement été retrouvée des semaines plus tard, la situation était encore plus horrifiante que quiconque aurait pu l'imaginer. Ceci est l'histoire de Jessica Ridgway. Jessica Christine Ridgway est née le 23 janvier 2002 de sa mère, Sarah Ridgway, et de son père, Jeremiah Bryant. C'était une petite fille attentionnée, serviable, gentille, affectueuse, curieuse et créative. Jessica adorait inventer des danses, rire des mots qu'elle inventait et fredonner des mélodies. Sa couleur préférée était le violet. Elle adorait tous les films Disney ainsi que la chanson Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. L'une des activités préférées de Jessica était de faire du cheerleading et elle faisait partie de l'équipe de cheerleading Pee-wee. Elle aimait aussi les animaux et avait plusieurs animaux de compagnie, dont 2 poissons, 2 grenouilles et un chien. Les parents de Jessica, âgés de 10 ans, s'étaient séparés quand elle était jeune. Son père vivait dans le Missouri et Jessica vivait principalement avec sa mère, Sarah, dans leur maison à Westminster, dans le Colorado. Le matin du vendredi 5 octobre 2012 vers 8h35, Jessica a quitté sa maison et a commencé à marcher vers l'école, qui se trouvait à un peu moins d'1 mile. C'était quelque chose qu'elle faisait tous les jours. Et sur le chemin de l'école primaire 8, Jessica retrouvait normalement des amis au parc, qui se trouvaient à environ 5 minutes de chez elle. Mais ce matin-là, elle n'est pas arrivée au parc ni à l'école. À 10h du matin, lorsque les responsables de l'école primaire ont été informés de l'absence de Jessica, ils ont appelé sa mère pour la prévenir. Mais ils ont dû laisser un message vocal parce que Sarah dormait, ayant travaillé de nuit la veille. Elle n'a donc reçu le message qu'à 16h30 cet après-midi-là, moment où elle a appelé la police. Une alerte Amber a été lancée pour Jessica, 10 ans, et une vaste opération de recherche a débuté. Elle a duré plusieurs jours, la police recueillant plus de 500 échantillons d'ADN, tandis que la police et les habitants faisaient du porte-à-porte dans divers quartiers. Sarah Ridgway a dit à la police qu'après son travail de nuit dans une entreprise technologique, elle dormait et n'avait pas entendu l'appel. Au moment où elle a reçu le message vocal, 8 heures cruciales s'étaient écoulées. Le fait qu'elle puisse se trouver à 8 heures de route dans une autre direction a considérablement retardé la police dans la recherche de l'endroit où cet enfant pouvait se trouver. Dès samedi, plus de 800 bénévoles se sont mobilisés pour aider à retrouver Jessica, fouillant les champs et les collines. Ils nous ont donné des descriptions de ce que portait la petite fille, et c'est donc ce que nous essayons de retrouver. La police a mobilisé des chiens pisteurs pour fouiller le quartier de la famille. Ils ont tout fouillé, même les machines à laver et sèche-linge. Vous avez retrouvé la fille? C'est la vraie question. Ils n'ont rien trouvé. La mère de Jessica, Sarah, a pleinement coopéré avec les autorités et a vite été innocenté. Le père de la fillette, Jérémy, déjà en difficulté pour payer la pension alimentaire, a aussi été interrogé. Mais il avait un alibi dans le Missouri que la police a pu vérifier. Vous savez, peut-être qu'ils ont fait une erreur et qu'elle est au parc en train de jouer avec son ami. Alors je suis passée devant le parc et, vous savez, on garde toujours un petit espoir. Je vais ensuite voir ses amis, qui ne répondent pas, et là, on perd encore plus espoir. Vous allez à l'école et vous savez là, personne, vous savez, ne l'avait vue et vous avez perdu un peu plus d'espoir. Et vous allez chez son ami et vous n'entendez toujours rien, puis vous ressentez ce nœud à l'estomac que vous ne souhaitez à aucun parent ne le vivent jamais dans toute leur vie entière. On n'a pas un enfant pour se le faire prendre.
Je ne voudrais jamais, jamais que quiconque, aucun parent, ait à traverser ça. Lors de la fouille, les autorités ont trouvé dans la chambre de Jessica un cahier rempli de devoirs sur son bureau. Sur une page, Jessica avait écrit « Ne joue pas seule au parc et fais attention aux inconnus ». Elle était toujours très méfiante et prudente envers les personnes qu'elle ne connaissait pas, ce qui a amené les détectives à penser que c'était peut-être quelqu'un qu'elle connaissait qui l'avait enlevée. Le deuxième jour des recherches, la police a retrouvé le sac à dos de Jessica sur un trottoir à Rock Creek Supérieur, à environ 10 km et demi de chez elle. À l'intérieur se trouvaient les vêtements de Jessica imbibés d'urine, une bouteille d'eau et ses lunettes violettes. La mère de Jessica a alors espéré qu'elle était peut-être toujours en vie quelque part. La police, en revanche, pensait que le sac à dos avait été intentionnellement placé là où il a été trouvé, avec ces objets précis à l'intérieur, pour indiquer clairement que Jessica était morte. Cette théorie allait s'avérer vraie, et quelques jours plus tard, le 10 octobre, les restes partiels de la petite fille ont été retrouvés. Son torse a été découvert à l'intérieur de 2 sacs noirs au parc Patridge à Arvada, dans le Colorado. C'était à environ 14 km du domicile de Jessica. Ses bras, ses jambes et sa tête avaient été enlevés et n'ont pas été retrouvés avec le reste de son corps. Beaucoup de ses organes internes avaient également été retirés, et il semblait, d'après l'absence de sang ou de projection de sang, qu'elle avait été lavée. Une croix en bois mesurant environ 2 cm sur 2 cm a également été retrouvée insérée dans le vagin de Jessica. La police de Westminster et les procureurs du comté de Jefferson ont qualifié cette affaire de l'une des plus horribles jamais vues. Maintenant que la recherche de Jessica s'était transformée en chasse à son meurtrier, le FBI s'est impliqué et ils ont même publié un profil comportemental du suspect. Ils ont dit que la personne recherchée était sans doute un homme qui aurait récemment été absent du travail ou quitté la ville. Ils ont déclaré que l'individu pourrait manifester un intérêt intense pour l'avancement de l'enquête et prêter une grande attention aux médias. Ils ont demandé au public de rester attentif à toute personne présentant un comportement anormal. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur les antennes relais près du domicile de Jessica, de l'endroit où ses restes avaient été retrouvés et de celui où son sac à dos avait été découvert. Ils pensaient qu'un numéro de téléphone enregistré sur les 3 antennes les conduirait à un suspect. Des centaines d'agents ont aussi poursuivi les fouilles dans les champs, ravins et quartiers proches du lieu où le torse de Jessica a été retrouvé. De l'ADN masculin a été retrouvé sur le corps de la fillette, et lorsque les enquêteurs l'ont comparé à leur base de données, ils ont découvert qu'il correspondait à l'ADN retrouvé lors d'une tentative d'enlèvement d'une femme adulte qui faisait du jogging près du lac Kettner plus tôt cette année-là, en mai. La femme a signalé aux autorités qu'un chiffon dégageant une odeur chimique avait été placé sur son visage, mais elle avait réussi à s'échapper et a appelé le 911. Elle a décrit l'auteur comme étant un homme blanc ou à la peau claire, âgé de 18 à 30 ans avec des cheveux bruns ondulés et mesurant environ 1,73 m. Bien que les enquêteurs aient déjà prélevé des centaines d'échantillons d'ADN, aucun ne correspondait à celui retrouvé sur Jessica. Puis, une avancée a eu lieu dans l'affaire le 23 octobre 2012 lorsqu'une femme nommée Mindy Sigg a appelé le 911 en disant que son fils avait avoué avoir tué Jessica et voulait se rendre. Son fils était Austin Sigg, âgé de 17 ans, et il a également dit à sa mère qu'une partie des restes de Jessica se trouvait à l'intérieur de leur maison. Lors de l'appel au 911, Austin a également avoué avoir attaqué la joggeuse en mai. Bonjour Molly de la police de Westminster, puis-je vous aider? Bonjour, j'ai besoin que vous veniez chez moi. Mon fils veut se rendre pour le meurtre de Ridgway. Pouvez-vous me préciser ce qu'il a dit? Mais il l'a fait et il m'a donné des détails et ses restes sont dans ma maison. Les as-tu vus? Non. Est-il là avec toi? Oui. Est-il coopératif? Oui. Quel est le nom de votre fils? Austin Tigg. D'accord, je comprends que vous vous sentez probablement très mal en ce moment, mais je veux que vous sachiez que vous avez bien fait d'appeler. C'est lui qui l'a fait. Il voulait juste que j'appelle. Il va se rendre. D'accord. Pensez-vous qu'il va coopérer avec les agents? Absolument. Tu penses qu'Austin accepterait de me parler? Tu vas nous parler? Oui, j'espère.
Bonjour. Est-ce que c'est Austin? Oui, mon Dieu. Bonjour Austin, ici Molly du service de police de Westminster. Bonjour. Pouvez-vous me dire un peu ce qui se passe en ce moment, comment vous vous sentez ou comment cela est arrivé? Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous posez ces questions. J'ai tué Jessica Ridgway. D'accord. J'ai la preuve que je l'ai fait. Il n'y a pas d'autres questions. Il suffit d'envoyer une voiture de patrouille ici et je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser, que quiconque voudra me poser dès que vous serez là. Il faut vraiment venir ici. D'accord. Avez-vous déjà commis ce type de crime auparavant? Je veux dire, avez-vous un casier judiciaire, quel qu'il soit? La seule autre chose que j'ai faite avant cela, c'est l'incident du lac Kettner où la femme a été attaquée. C'était moi. Madame, je comprends que vous voulez appeler votre mari et je suis désolée, mais j'aimerais vous garder en ligne jusqu'à ce que les agents soient un peu plus proches. Eh bien, à quelle distance sont-ils? Ils vont arriver dans quelques minutes. Austin est-il encore avec toi? Oui, je ne le laisserai pas sortir, je me bats. D'accord. Austin a-t-il des problèmes de santé mentale diagnostiqués? Consulte-t-il un conseiller ou prend-il des médicaments? Il a vu notre conseillère il y a des années. À cause du porno. D'accord. Je n'arrive pas à respirer. Respirez profondément. Voulez-vous que j'appelle une ambulance pour vous? Non. Vous êtes sûr? Bien sûr. D'accord. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? Qu'est-ce que c'est? Je viens d'ouvrir la fenêtre. D'accord. D'accord. Mindy, prends quelques grandes respirations, d'accord? Peux-tu me dire quand les agents arrivent? Ils entrent par ta porte d'entrée. D'accord. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Tu ne les vois pas. Non. Est-ce qu'Austin va bien avec toi en ce moment? Oui, il devient vraiment anxieux. Et moi aussi. D'accord. Ils sont là, ils montent. Ils arrivent à la porte. Oui. D'accord. Tu les vois? Tu vois les agents en civil et leur badge? Oui, ils sont là. Je vais te laisser aller les voir, d'accord? D'accord. D'accord, merci. Au revoir, au revoir. À l'arrivée des autorités chez Austin, il leur a expliqué ce qu'il avait fait à Jessica. Il a dit que le matin de sa disparition, il attendait dans sa Jeep près du parc. Ce parc qui était si proche de la maison de Jessica, on pouvait voir sa porte d'entrée depuis là-bas. Austin a dit que lorsque la petite fille est passée, il a sauté de son véhicule et l'a attrapée. Elle a crié, mais il n'y avait personne aux alentours pour l'entendre. Austin a dit qu'il n'avait jamais rencontré Jessica jusqu'à ce jour-là. Après l'avoir tirée sur la banquette arrière, il lui a attaché poignets et chevilles avec des colliers de serrage. Ensuite, Austin a menti à Jessica et lui a dit que tout allait bien se passer. La fillette de 10 ans a alors été conduite chez la mère d'Austin, située à 1 mile environ. Là, il a affirmé qu'il lui avait coupé ses attaches en plastique, lui avait mis des dessins animés et l'avait rassurée en lui disant qu'elle reverrait bientôt sa mère. Austin a ensuite fait changer Jessica de ses vêtements mouillés d'urine et lui a fait les mettre dans son sac à dos. Il lui a donné une chemise blanche et un short noir qu'il possédait pour qu'elle les porte. Au bout d'un moment, Austin a dit à Jessica de lui tourner le dos et il a d'abord essayé de l'étrangler avec des attaches en plastique. Mais comme il n'arrivait pas à avoir assez de prise, il a utilisé ses mains pour la tuer à la place. Après qu'elle a cessé de bouger, Austin a mis le corps de Jessica dans la baignoire. Là, il a maintenu sa tête sous l'eau juste pour s'assurer qu'elle était bien morte. Ensuite, il l'a démembrée. À un moment donné, il avait aussi coupé tous les cheveux de Jessica. Au début, il avait caché les restes de la petite fille dans un cabanon derrière sa maison, près de la piscine. Quand la police a utilisé des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres, Austin est devenu nerveux, a enveloppé son torse dans un sac poubelle et l'a jeté. Jessica était déjà morte avant même que sa mère ait eu la chance d'appeler le 911. Austin a déclaré aux autorités qu'il avait placé le sac à dos de la fillette de 10 ans dans un quartier voisin afin de les détourner de la fouille de sa maison. Il avait aussi jeté le manteau qu'elle portait dans une poubelle au hasard. Austin a admis qu'il avait été submergé par une pulsion sexuelle lorsqu'il a enlevé Jessica,
mais il a affirmé qu'il ne l'avait pas agressée sexuellement. Cependant, il admettra plus tard qu'il l'avait effectivement agressée sexuellement. Lors de la fouille de la maison d'Austin, les autorités ont trouvé 3 sacs poubelles cachés dans un vide sanitaire. Un officier a touché les sacs et a immédiatement senti la forme de membres et la texture de cheveux à travers le plastique. C'était le reste du corps de Jessica. Austin a également dit aux officiers qu'il avait jeté les organes internes de Jessica dans les toilettes de sa salle de bain et tiré la chasse. Ils ont retrouvé des morceaux de tissu humain dans les canalisations, confirmant son récit. Les autorités avaient prélevé un échantillon d'ADN d'Austin qui concordait avec ses déclarations. Il correspondait à ce qui avait été trouvé sur Jessica et la joggeuse. Au cours de leur enquête, la police a trouvé des photos et des vidéos à caractère sexuel impliquant des enfants. Lorsqu'on lui a posé des questions sur ces contenus troublants, Austin a déclaré qu'il était accro et que les images violentes étaient devenues de plus en plus sombres. Cependant, il a aussi dit sur le meurtre de Jessica « Je ne pense pas être quelqu'un qui ferait cela ». Austin avait été envoyé en thérapie à 13 ans après que sa mère a trouvé des images pédopornographiques sur son ordinateur. Mais selon Austin, après avoir vu le psychiatre, il n'a réussi à maîtriser la situation que pendant environ 1 mois. Puis il a recommencé à regarder ces images répugnantes. Austin Sigg, âgé de 17 ans, a été inculpé en tant qu'adulte pour meurtre au premier degré, agression sexuelle, enlèvement et d'autres chefs d'accusation en lien avec la mort de Jessica. Concernant le matériel pédopornographique découvert, il a aussi été inculpé pour exploitation sexuelle d'enfants. Apparemment, le 19 octobre, une voisine avait contacté la police pour dire qu'elle reconnaissait la croix qui avait été retrouvée à l'intérieur de Jessica. La voisine a affirmé qu'elle ressemblait à celle qui appartenait à Austin. Elle savait aussi qu'il avait une fascination pour la mort et les corps en décomposition. Lorsque cela a été signalé, des agents du FBI ont parlé à Austin et ont également prélevé un échantillon de son ADN. Il leur a dit qu'il était chez lui au moment où Jessica avait été enlevée, mais qu'il dormait. Les agents ont remarqué qu'Austin portait une croix et ils lui ont posé des questions à ce sujet. Mais comme il avait répondu calmement à toutes leurs questions, ils ont quitté la maison sans aucune suspicion supplémentaire. Au début, il y avait eu une confusion avec l'échantillon d'ADN prélevé sur Austin et il s'est avéré qu'il ne correspondait pas à celui trouvé sur Jessica. Les enquêteurs étaient donc passés à autre chose. Ce n'est que plus tard, après qu'il ait avoué à sa mère, que la police s'est rendue compte de la confusion. Le 22 octobre, les médias ont rapporté qu'un lien ADN avait été établi entre Jessica et le jogger. Le même jour, Austin avait dit à ses camarades de classe qu'il se sentait extrêmement malade et chancelant. Il avait aussi passé cette nuit-là à dormir dans le lit de sa mère, Mindy. Le lendemain, c'est à ce moment-là qu'Austin a avoué ses crimes. À présent, le jeune homme de 17 ans suivait une formation dans le domaine funéraire dans un établissement d'enseignement supérieur voisin et étudiait pour travailler dans les pompes funèbres. Récemment, il avait fait un commentaire très inquiétant à son frère, disant qu'il apprenait comment tuer des gens et s'en sortir sans être puni. La mère d'Austin, Mindy, plaisantait parfois avec des amis sur l'intérêt de son fils pour la décomposition des corps humains et racontait qu'elle l'avait aidé à s'entraîner à maîtriser quelqu'un avec des attaches en plastique pour l'école. Les camarades d'Austin disaient qu'il avait toujours quelque chose de bizarre. Il était très intelligent, mais il était toujours maladroit avec les autres et parlait tout seul. Il avait quitté l'école en classe de première parce qu'il était tellement harcelé à cause de sa voix aiguë. Et il avait plutôt obtenu un diplôme équivalent au bac. Une camarade avait réalisé une étude de cas sur le tueur en série Ted Bundy. Et pendant qu'elle parlait du fait qu'il n'avait aucune empathie pour ses victimes, Austin a ri dans sa barbe, puis il a semblé intrigué et presque excité par le sujet. La petite amie d'Austin, qui le décrivait comme un garçon gentil et sincère, a déclaré aux enquêteurs qu'il passait une nuit par semaine chez elle. La mère d'Austin, en revanche, a dit qu'il était absent jusqu'à 4 nuits par semaine. Personne ne sait où il était ces autres nuits-là. Cependant, il est possible qu'il soit sorti chasser, car dans les semaines précédant la mort de Jessica, il disait que c'était exactement ce qu'il faisait en conduisant sa Jeep dans différents quartiers. Austin a dit « Chaque fois que je voyais quelqu'un marcher dehors alors que j'étais dans un de ces états, mon cœur se mettait instantanément à battre très vite. » Une voisine nommée Emily a raconté que sa fille de 11 ans était venue la voir après l'enlèvement de Jessica et lui avait dit qu'elle savait exactement qui l'avait fait. La petite fille avait désigné Austin, mais à l'époque, personne ne l'a cru. Je me sens tellement mal que je l'ai écarté.
Quand la fille de 11 ans d'Emily Alexander a dit qu'elle savait qui avait enlevé Jessica, personne ne l'a cru. Elle me dit « Maman, je sais qui l'a fait ». Je lui demande « Qui ?» Et elle me répond « L'ado bizarre du parc ». Dans ce parc juste en bas de la rue, elle dit qu'un adolescent avait un comportement étrange, fixant sa fille alors qu'elle passait devant leur maison. Et elle me l'a montré, juste en face de notre maison. Alors, quand elle a vu ce visage partout aux informations, elle a tout de suite reconnu ce regard. Christy Mueller aussi. Quand j'ai vu sa photo d'identité judiciaire, c'est comme si j'avais littéralement fait un pas en arrière. Ça m'a vraiment frappée. 2 fois l'été dernier, alors qu'elle courait sur ce sentier près du lac Stanley, elle a vu Austin Sieg marcher avec 2 amis et quelque chose n'allait pas. Et j'ai croisé leur regard. Et c'est ça que j'ai trouvé tellement bizarre. J'ai dit bonjour et ils m'ont juste regardé sans rien me dire. Avoir mon chien, c'est une protection supplémentaire. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Emily Alexander dit que les amis de sa fille sont peut-être ce qui l'a sauvée. Si elle avait été seule au parc, on ne peut pas savoir ce qui aurait pu arriver. J'aurais dû lui dire que si elle se sent mal à l'aise à un moment donné, elle doit faire confiance à ce sentiment et que, vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Sa fille essaie toujours d'accepter tout ça. Elle a même dit « Si j'avais été enlevée, peut-être que Jessica ne l'aurait pas été ». Après l'arrestation d'Austin, son père, Robert, a fait une déclaration dans laquelle il a dit « Il n'y a pas de mots pour exprimer la tristesse que ma famille et moi ressentons face à la douleur qu'ils endurent. Nous sommes dévastés d'apprendre que mon fils Austin Sieg a été arrêté. Cet événement horrible est une tragédie pour les 2 familles ainsi que pour la communauté. Je vous demande également de prier et de soutenir la mère d'Austin, dont l'acte courageux, d'une douleur inimaginable pour tout parent, a permis de mettre cette tragédie sur la voie de la résolution. » Mindy, la mère d'Austin, s'est sentie très coupable de ce qui était arrivé à Jessica. Pas parce qu'elle en faisait partie, mais parce qu'elle était celle qui avait donné naissance à Austin et l'avait élevé. Elle a dit qu'il avait été un si beau bébé. Et un enfant gentil. Il était inconcevable de voir ce qu'il était devenu. La mère de Jessica, Sarah, ne voulait pas que Mindy se blâme elle-même, et elle a déclaré publiquement que la mère d'Austin n'avait rien fait pour provoquer cela. Et elle ne croyait pas que la façon dont il avait été élevé ait quoi que ce soit à voir avec ce qu'il avait fait. L'accusation avait initialement l'intention de demander la peine de mort contre Austin. Cependant, puisqu'il était techniquement mineur au moment du crime, il ne pouvait pas être condamné à la peine de mort. Ils ont donc réclamé la prison à vie sans libération conditionnelle. Les avocats d'Austin ont soutenu que, puisqu'il avait 17 ans au moment des faits, il n'était pas assez mature pour comprendre la gravité de ses actes. Ils ont dit que sa mère, enceinte de lui, avait inhalé des vapeurs de peinture et était tombée dans les escaliers. Ils ont également déclaré que le traumatisme qu'il avait subi à la naissance, à cause d'une ventouse, l'avait laissé avec des déformations crâniennes et des problèmes intestinaux. L'accusation, en revanche, a soutenu qu'Austin avait minutieusement planifié l'enlèvement de la joggeuse et que l'enlèvement de Jessica avait eu lieu seulement 4 mois plus tard. Il avait également passé ces mois précédant la mort de Jessica à faire des recherches sur la fabrication du chloroforme et sur les 10 endroits les plus courants où les gens se font enlever. Austin a avoué ses crimes devant le tribunal juste 2 jours avant le début de son procès pour meurtre, prévu pour le 1er octobre 2013. Et contre l'avis de ses avocats, il a plaidé coupable à un total de 15 chefs d'accusation dont meurtre au 1er degré, agression sexuelle sur mineur, enlèvement et exploitation sexuelle d'un mineur. 2 semaines plus tard, Austin a écopé de la perpétuité. La peine prévoyait une possibilité de libération conditionnelle après 40 ans. Cependant, le juge a ordonné qu'il purge 86 années supplémentaires lorsqu'il deviendra éligible à la libération conditionnelle. L'avocate d'Austin a tenté de contester cette peine, affirmant qu'elle était cruelle et inhabituelle et qu'Austin avait des antécédents de problèmes de santé mentale non traités, ce qui faisait qu'il n'était pas dans un état d'esprit approprié au moment du meurtre. Mais cela a été rejeté par la juge, qui a déclaré « Cette affaire réclame une peine de prison à vie ». La famille de Jessica avait demandé à la juge d'imposer la peine maximale autorisée. La grand-mère de Jessica, présente à la condamnation d'Austin, a déclaré qu'il était un monstre ayant brisé le cœur de leur famille. La mère de Jessica a également pris la parole et elle a dit qu'Austin ne méritait pas de savoir comment la mort de Jessica l'avait affecté. Donc, en fait, je ne vais rien dire aujourd'hui parce que je ne pense pas que l'accusé ait le droit d'entendre comment il m'a affecté, moi, ma famille ou qui était Jessica.
Une fois que nous quitterons cette salle d'audience, nous n'allons pas nous souvenir de son nom, et nous nous souviendrons tous seulement de Jessica et de l'héritage qu'elle a créé, ainsi que du projet Lassie qu'elle a inspiré. Merci, merci. Peu après la mort de la fillette de 10 ans, une cérémonie commémorative publique a réuni près de 2000 proches, amis, voisins et autres venus lui rendre hommage. Elle est en sécurité dans un lieu où personne ne pourra lui nuire. Une soirée émouvante alors que toute une communauté se souvient de Jessica Ridgway, la famille, les amis et les habitants de son quartier réunis en nombre lors d'une cérémonie commémorative ce soir pour se souvenir de la fillette de 10 ans décédée lors d'un enlèvement. La journaliste Molly Hendrickson de 7 News est à la cérémonie commémorative de ce soir. Pour sa famille, elle était simplement une petite fille normale. Comme la plupart des enfants de 10 ans, elle adorait les soirées pyjama. Fais couler un petit tueur. Elle aimait pêcher, chercher des grenouilles et adorait les animaux. C'est mon papa. Jessica faisait toujours des choses bêtes qui te donnaient envie de secouer la tête en la regardant. Elle illuminait la vie de chacun et marquait profondément toutes les personnes qu'elle rencontrait. Au cours des 11 derniers jours, elle a à la fois conquis et brisé nos cœurs. Nous avons espéré, cherché et porté son deuil. Son histoire est devenue celle de la communauté et ils sont venus honorer son héritage. Malheureusement, ceux d'entre nous impliqués dans cette affaire n'ont jamais eu le privilège de connaître votre merveilleuse fille. Mais je peux honnêtement vous dire que nous avons l'impression de l'avoir connue. Nous avons l'impression qu'elle fait partie de notre famille et nous avons l'impression d'avoir perdu une partie de notre famille. Une fille qui voulait un jour devenir pom-pom girl, qui adorait Disney et aimait jouer avec ses amis. Ordinaire. C'est peut-être cela qui la rendait si spéciale. Vous nous avez serrés dans vos bras et nous sommes ici pour partager avec vous le souvenir de notre petite Jessica. Parce que maintenant, elle n'est plus seulement notre petite fille ordinaire. C'est la petite fille ordinaire de tous. Aujourd'hui, la mémoire de Jessica reste vivante dans le parc où elle devait retrouver ses amis ce jour-là. Une aire de jeu a été créée en son honneur. Et pour refléter son esprit enjoué, des papillons, des libellules et des touches de violet, sa couleur préférée, ont été intégrés dans l'espace extérieur désormais connu sous le nom de parc commémoratif Jessica Ridgway. Chaque année, des centaines d'enfants et d'adultes utilisent le parc pour s'amuser, se détendre et se souvenir de Jessica. Et ce parc vient tout juste d'être transformé. Partout où vous regardez, il y a des clins d'œil à Jessica, du violet qui parsème le parc à ce tape-cul en forme de libellule qui, nous dit-on, représente un projet scolaire auquel elle tenait particulièrement et sur lequel elle travaillait au moment de sa disparition. Maintenant, ce parc est un lieu pour la communauté, pour faire son deuil et honorer la petite fille tant aimée de tous. Il y a tout juste un an, cette communauté a commencé à s'attacher à Jessica Ridgway. Elle est vraiment l'ange de tout le monde. Une fillette de 10 ans amoureuse des animaux, passionnée par le violet, qui a disparu près de ce parc. Cette affaire a profondément marqué toutes les personnes impliquées. La plupart d'entre nous ont vraiment commencé à avoir l'impression que Jessica était notre propre fille. Cela nous a touchés à ce point. Un an plus tard, c'est toujours le cas. La plupart de ces personnes ne connaissaient même pas Jessica, mais elles sont quand même venues à l'inauguration du parc. Il y avait quelque chose dans son histoire. Son histoire m'a touchée en plein cœur. Je viens d'une petite communauté du Dakota du Sud et on ne voit ce genre de choses qu'à la télévision. Et elle m'a vraiment fait comprendre que c'était réel. Aujourd'hui, cet endroit ne ressemble plus du tout à celui qui leur a volé leur innocence. C'est rempli d'enfants, imprégnés des couleurs et des choses qu'elle aimait. Et les gens qui s'y trouvent, eux aussi, sont différents. Nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus soudés. Je pense qu'on veille vraiment beaucoup plus les uns sur les autres. Une communauté à jamais divisée en deux, l'avant et l'après. Dès que tu arrivais dans le quartier, tu pouvais sentir l'énergie. Ça a complètement changé ce quartier à jamais. Et la petite fille que beaucoup n'ont jamais connue et que peu oublieront un jour. 5 ans après la mort de Jessica, sa mère Sarah a mis au monde une autre petite fille. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Encore plus d'A Wicked World disponible sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire.
Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimeegmail.com.